Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un symptôme moins fréquent que la pneumonie, mais qui peut tuer un patient en quelques minutes s'il est mal pris en charge, l'hémoptysie. Comme tu vois sur le diapo, c'est un sujet qui traverse plusieurs spécialités, la médecine intensive, l'AREA, les urgences et la pneumo. Et c'est exactement ce qui rend cet item piégeux. Il faut savoir penser à la fois urgentiste, pneumologue, radiologue, interventionnel bien sûr, c'est de la médecine d'équipe. L'objectif de cette présentation est de te faire passer de la compréhension basique à l'expertise, et ça en moins de 30 minutes. On va construire ensemble étape par étape, et à la fin, tu dois être capable de gérer un dossier d'hémoptysie sans paniquer, et plus tard, en garde de sauver ton patient. Pour commencer, on va voir ensemble ce qu'est concrètement une hémoptysie avec une image très simple et une définition rigoureuse. Imagine un tuyau d'air, et toujours je prends l'exemple des tuyaux. C'est là ta bronche. Ce tuyau est irrigué par de minuscules vaisseaux qui le nourrissent. Si un de ces vaisseaux pète, le sang coule à l'intérieur du tuyau. Le patient tousse pour dégager le tuyau et il crache du sang. Et c'est ça une hémoptysie. C'est aussi simple que ça. La définition officielle que tu dois pouvoir réciter et qui est au programme, c'est la suivante. L'hémoptysie est l'expectoration de sang provenant des voies respiratoires sous-glottiques, j'insiste, sous-glottiques, lors d'un effort de toux. Mémorise les trois éléments importants. Premièrement, expectoration de sang. Deuxièmement, voie respiratoire sous-glottique, donc en dessous des cordes vocales. Ça exclut l'épistaxie et le saignement ORL. Troisièmement, effort de toux, ça exclut le vomissement, donc l'hématémèse. Le mécanisme clé, c'est ce que j'appelle l'astuce anatomique. Le poumon a une double vascularisation. D'un côté, la circulation pulmonaire à basse pression qui sert aux échanges gazeux. De l'autre, la circulation bronchique à haute pression systémique qui nourrit la paroi des bronches. Et le point fondamental, dans plus de 90% des cas, l'hémoptysie vient de cette circulation bronchique sous pression systémique, sous haute pression. C'est pour ça que ça peut saigner brutalement et massivement. Maintenant, regardons les deux pièges à droite de la diapo. Premier piège, croire qu'une petite hémoptysie, juste quelques crachats striés, est bénigne. C'est faux. Une hémoptysie minime, même un seul crachat sanglant, peut être le signe d'alerte qui précède une récidive massive 12 heures plus tard. Donc, toute hémoptysie est une urgence diagnostique, c'est non négociable. Deuxième point d'expertise, en bas à droite, le pronostic vital de l'hémoptysie est lié à l'asphyxie par inondation alvéolaire, pas au choc hypovolémique. Mémorise cette phrase. Ton patient ne va pas mourir vidé de son sang, il va mourir noyé dans son propre sang. C'est ça la grande spécificité de l'hémoptysie par rapport aux autres hémorragies. Bien, tu sais reconnaître une hémoptysie, mais avant de paniquer, est-ce que tu es vraiment sûr que le sang vient des poumons? On va voir comment éliminer les imposteurs. La phrase en haut de la diapo résume tout. Si le patient vomit, c'est de l'estomac. Si ça coule dans la gorge, c'est le nez. Si le patient tousse, alors là, c'est probablement les poumons. Mais cette distinction simple est une erreur classique, donc on va prendre le temps de la dérouler. Trois diagnostics à distinguer. Regardons la matrice ensemble. Colonne 1, l'hémoptysie. Le mécanisme, c'est un effort de toux. L'aspect du sang est rouge vif, spumeux, c'est-à-dire que avec des bulles d'air. Et aéré, le patient ressent des prodromes avant, il sent une chaleur rétrosternale et un chatouillement laryngé, parfois même une angoisse. Le bilan, c'est l'angioscanner thoracique et on y reviendra. Colonne 2, l'hématémèse. Le mécanisme, c'est un effort de vomissement, pas de tout. L'aspect du sang est plutôt rouge sombre avec des caillots et surtout, signe quasi pathognomonique, des débris alimentaires mélangés. Le contexte, antécédent d'ulcère, de cirrhose avec varices œsophagienne, prise d'ANS, etc. Le bilan, c'est la fibroscopie oso-gastroduodénale. Voilà, c'est l'endoscopie. Colonne 3, l'épistaxie déglutie. C'est un saignement ORL qui descend dans la gorge et que le patient finit par cracher. Pas vraiment d'effort initial, ça vient comme ça. Et c'est typiquement une épistaxie postérieure. Le bilan, c'est la fibroscopie ORL qui se fait au lit du patient. Le raisonnement à acquérir, dans l'encadré bleu en bas, tu traques deux mots-clés dans l'énoncé. Le premier, AINS ou ulcère, le deuxième, douleur épigastrique. Si tu vois ces mots-clés associés à un saignement extériorisé par la bouche, tu penses hématémèse, pas hémoptysie.
C'est l'erreur numéro 1 des dossiers. Et n'oublie jamais l'examen ORL en urgence, même si tu penses fort à une hémoptysie. Il faut toujours écarter. Bon, on est sûr maintenant que c'est bien une hémoptysie. Question suivante, d'où vient le sang exactement? On va voir la physiopathologie en images. La phrase en haut résume parfaitement l'anatomie à comprendre. Le sang vient presque toujours des artères qui nourrissent la paroi des bronches, sous pression forte, pas des artères qui échangent l'oxygène. Et ces artères nourricières, elles gonflent à cause d'une maladie chronique. Et un beau jour, elles pètent. À gauche, le circuit bronchique qui est responsable de plus de 90% des hémoptysies. Et c'est durant A. Le type circulation systémique qui naît directement de l'aorte thoracique, donc à haute pression. Le mécanisme, c'est quand le poumon est lésé chroniquement, par exemple par une tuberculose, des dilatations des bronches, des infections répétées, le lit capillaire pulmonaire normal est détruit. Et là, par compensation des anastomoses physiologiques entre les artères bronchiques et les artères Et là, par compensation, il va y avoir des anastomoses physiologiques entre les artères bronchiques et les artères pulmonaires. Et ces anastomoses peuvent s'ouvrir. La circulation bronchique se développe, s'hypertrophie, devient tortueuse, fragile. Et à un moment, sous l'effet d'une toux ou d'une infection, le faisceau pète. À droite, les autres origines qui représentent environ 10% des cas. Deux types. Premièrement, l'origine artérielle pulmonaire. C'est rare. Là, c'est la circulation fonctionnelle basse pression. Le mécanisme, c'est une nécrose pulmonaire, par exemple par un cancer ou une aspergillose invasive ou une inflammation. Deuxièmement, l'origine alvéolaire, qu'on appelle aussi hémorragie intra-alvéolaire. Là, c'est différent. Soit le mécanisme est hydrostatique, par exemple un œdème pulmonaire cardiogénique massif ou un rétrécissement mitral serré, soit le mécanisme est auto-immun, comme la maladie de Goutte-Pusture, qui est connue pour provoquer des hémorragies intra-alvéolaires avec ses anticorps anti-membrane basale ou les vascularites. Et les meilleures choses à retenir dans l'encadré rouge en bas, comprendre l'anatomie te dicte le traitement. Si plus de 90% des hémoptysies viennent des artères bronchiques systémiques, alors le traitement de choix sera l'artérioembolisation de ces artères bronchiques. Et c'est pour ça que l'angioscanner doit obligatoirement être fait au temps artériel aortique pour cartographier ces artères-là. Cette phrase, il faut la retenir, temps artériel aortique, c'est un mot clé absolu. Si tu l'oublies, en croque, tu peux perdre des points. On comprend maintenant pourquoi ça saigne et d'où ça saigne. Mais l'urgence vraie, ce n'est pas le sang qui se perd, c'est le sang qui inonde les poumons. Évaluons la gravité. Ici, une autre phrase qui résume aussi. Allez, le patient ne mourra pas vidé de son sang, il mourra noyé dans son propre sang. Donc, cherche s'il étouffe, pas s'il est pâle. Si tu retiens une seule phrase dans cette présentation, c'est celle-là. Il faut chercher s'il étouffe. Pour évaluer la gravité, tu utilises trois piliers. Imagine une balance comme sur la diapo. Sur le plateau de gauche, le premier pilier, c'est le volume. Tu évalues le volume de sang. C'est un critère qu'on veut objectif, mais qui reste très subjectif parce qu'un patient qui panique surestime ou sous-estime énormément. Les repères à retenir, c'est plus de 100 ml en une seule fois, c'est grave. Plus de 200 ml sur 24 heures, chez un sujet sain, c'est grave aussi. Pour t'aider à quantifier, un crachoir standard fait 150 ml, une cuillère à café 5 ml. Mais retiens bien, c'est un critère imparfait. Sur le plateau de droite, et c'est nettement plus lourd dans la balance, le troisième pilier, c'est la détresse respiratoire, c'est le retentissement clinique. C'est le vrai danger. Les critères sont objectifs et faciles à mémoriser. Fréquence respiratoire supérieure à 30, saturation inférieure à 85% en air ambiant, cyanose, et nécessité de courir à l'oxygène. Tous ces signes sont des signaux d'alarme majeurs qui doivent te faire appeler le réanimateur immédiatement. Entre les deux plateaux, en équilibre, le deuxième pilier qui est le terrain du patient. Un insuffisant respiratoire chronique, PPCO ou emphysème, va décompenser très vite, même pour une hémoptysie modérée, parce que ses réserves sont déjà limitées. Et n'oublie pas les traitements anticoagulants ou antiagrégants qui vont aggraver le saignement. Et là, le piège mortel, dans l'encadré rouge en bas à gauche, être faussement rassuré par l'absence d'hypotension ou d'anémie. C'est piégeux parce que dans toutes les autres hémorragies, on attend une anémie, une tachycardie, une hypotension, mais pas dans l'hémoptysie. Le choc hémorragique est exceptionnel et très tardif, parce que le volume perdu n'est pas si grand par rapport au volume sanguin total.
Donc, tu peux avoir un patient avec une hémoptysie gravissime qui meurt d'asphyxie dans l'heure, avec une hémoglobine à 14, une tension à 13. Souviens-toi de ça. À droite, un petit mnémo que je trouve sympa, les 3 A. Alvéoles inondés qui font chuter la saturation oxygène, asphyxie qui fait monter la fréquence respiratoire, et alerter le réanimateur, les 3 A. La gravité maintenant est évaluée. On a un patient qui saigne et qui s'asphyxie. Qu'est-ce qu'on fait dans les 15 premières minutes? Encore une petite phrase dans ce diapo pour introduire la diapo. Tu assieds le patient. Tu lui donnes de l'oxygène à fond. Tu arrêtes ses anticoagulants et tu appelles le réanimateur. Surtout, ne lui mets pas un masque de VNI sur le visage. Il va s'étouffer avec ses propres crachats. Voyons concrètement, dans les 15 premières minutes, ce qu'on appelle tes 15 minutes, 3 réflexes essentiels à mémoriser, tous de rang A. Premier réflexe, l'oxygène. Objectif de saturation entre 94 et 98%. Tu adaptes l'interface selon la gravité, soit des lunettes nasales d'abord, puis masque à haute concentration, puis OptiFlow si nécessaire, et tu monitorises en continu, saturation, fréquence respiratoire. Deuxième réflexe, la position. Repos strict au lit. Et un détail très important, tu mets le patient en décubitus latéral du côté qui saigne, quand tu le connais. C'est contre-intuitif, je sais, mais l'objectif est de protéger le poumon sain de l'inondation par le sang. Le sang reste préférentiellement du côté qui saigne, par gravité. C'est un point qui peut être demandé. Donc, il faut retenir aussi le décubitus latéral du côté malade pour protéger le poumon sain. Troisième réflexe, l'iatrogénie. Tu arrêtes immédiatement tous les traitements anticoagulants, anti-irrigants, AVK, AOD, aspirine, clopidogrel. Tout est suspendu. Et tu discutes l'antagonisation si nécessaire, en pesant toujours, bien sûr, la balance bénéfice-risque avec le cardiologue ou le neurologue qui suit le patient. C'est du rang B parce que l'antagonisation n'est pas toujours simple, surtout en cas de fibrillation auriculaire, par exemple, ou la réexpose au risque thromboembolique. Maintenant, regarde le grand panneau interdit à droite. C'est l'interdit absolu. La VNI, c'est-à-dire la ventilation non invasive, est formellement contre-indiquée dans l'hémoptysie. Pourquoi? Parce que la pression positive qu'elle applique risque de propulser le sang vers les zones saines du poumon, ce qui va provoquer une inondation alvéolaire bilatérale et une obstruction massive. Ça va aggraver le cas. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Si l'oxygénothérapie ne suffit pas, tu passes directement à l'oxygène à haut débit nasal, puis à l'intubation orotrachéale. Mais surtout pas de VNI. Et un dernier point en bas, la place émergente de l'acide tranexamique, ça c'est du rang C, c'est juste pour info, qu'on appelle Hexacil en France. C'est un antifibrinolytique qui stabilise le caillot. Il peut être donné par voie systémique ou inhalée. Il y a des études récentes qui montrent un bénéfice en termes de volume de saignement et de durée de séjour. Le patient est stabilisé. Maintenant, dans les 30 minutes suivantes, on demande les examens biologiques et radiologiques de base. Notre phase d'introduction pour cette diapo. Prise de sang rapide avec groupe sanguin et coagulation. Casse du sang pour voir s'il s'asphyxie. Radiothorax juste pour voir de quel côté saigne. 3 examens à demander, tous de rang 1. Premier, le gaz du sang. On cherche l'hypoxémie. On peut voir la conséquence d'un effet shunt par inondation alvéolaire et obstruction bronchique. Tu cherches une hypocapnie qui correspond à l'alcalose respiratoire compensatrice liée à la polypnée. Alerte importante, si tu vois une acidose métabolique au gaz du sang, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que le patient n'hyperventile plus et il commence à se fatiguer. Donc ça signe un épuisement respiratoire qui s'installe, ou soit une hypoperfusion tissulaire par hypoxémie sévère. C'est un signe d'extrême gravité. Deuxième examen, la biologie standard. 4 éléments à demander. L'hémostase complète, TP, TCA, fibrinogène. Et point très important, tu mesures l'activité spécifique de l'anticoagulant si le patient en prend. INR pour les AVK, l'activité anti-10A pour les AOD anti-10A, activité anti-2A pour le DABI 4 ans. La transfusion, tu prélèves le groupage et tu recherches les RAI systématiquement, on ne sait jamais. La NFS, tu cherches une anémie éventuelle qui est souvent tardive et tu vérifies les plaquettes. Troisième examen, la radio thoracique. Son but primaire, ce n'est pas vraiment l'étiologie, c'est de localiser le côté qui saigne. Tu cherches un syndrome alvéolaire localisé qui correspond au saignement dans les alvéoles. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te guider pour positionner le patient en décubitus latéral du bon côté. Et puis, tu peux voir des signes indirects de la cause. Tu peux voir une caverne, une masse, une atelectasie. Mais attention, le piège dans le bandeau rouge,
en rouge, en bas, la radio ne suffit pas. Tu ne dois jamais retarder l'angioscan pour attendre la biologie ou pour faire une radio propre. L'angioscanner est l'examen vraiment décisif et on va le voir tout de suite. Justement, parlons de l'angioscanner. C'est l'examen roi de l'hémoptysie, l'examen qui change tout. C'est la boussole du médecin, comme le dit la phrase d'intro. Donc la phrase en haut le dit bien, c'est la boussole du médecin. Le scanner, avec produit injecté, fait très vite, montre exactement où est le saignement et quel vaisseau il faut boucher. Le nom complet de l'examen à connaître absolument, c'est angioscanner thoracique injecté au temps artériel aortique. J'insiste bien sur le mot aortique. À gauche, tu vois une image typique avec dans la cavité un signe en forme de croissant d'air et un grelot. C'est typique de l'aspergillome intracavitaire. On en reparlera dans 2 minutes. Pourquoi cet examen est si essentiel? Il remplit 3 objectifs. Regarde la liste à droite. Premier objectif, il confirme l'hémorragie. Tu vois directement les conséquences du saignement dans le parenchyme, du verre dépoli, une condensation alvéolaire, ça t'apporte la preuve radiologique. Deuxième objectif, et sans doute le plus important, la topographie vasculaire. L'injection au temps artériel aortique te permet de cartographier précisément le réseau d'artères bronchiques systémiques. Tu vois où elle est hypertrophiée, tortueuse, c'est-à-dire pathologique. Tu donnes au radiologue interventionnel exactement la carte routière dont il a besoin pour aller emboliser. Sans son timing au temps artériel aortique, le scanner perd énormément de sa valeur. Troisième objectif, c'est ce diagnostic étiologique. Tu identifies la liaison responsable, tu peux voir une tumeur éventuelle, une caverne, une dilatation des bronches, une malformation éventuelle, et dans la plupart des cas, ça te donne le diagnostic. Et regarde le point, ça c'est le point d'expertise, c'est du Rancé. La fibroscopie bronchique n'est plus l'examen de première intention. Avec les scanners modernes, on a tout ce qu'il faut. La fibroscopie garde une place uniquement en thérapeutique, aspirer de gros caillots, faire une intubation sélective, instiller un médicament vasoconstricteur, mais pas pour les diagnostics en routine. On a l'imagerie maintenant. Posons-nous la vraie question étiologique. Pourquoi ce patient crache du sang? Il y a 4 grands suspects. La phrase d'introduction qui résume tout. Pourquoi on crache du sang? 4 suspects principaux. Un cancer qui ronge un vaisseau, des bronches déformées, c'est-à-dire des dilatations des bronches, une vieille cicatrice de tuberculose ou un caillot, c'est l'embolie pulmonaire. Premier suspect en haut à gauche, les tumeurs, le cancer bronchopulmonaire primitif arrive en tête, surtout chez le fumeur. Le mécanisme, nécrose tumorale au contact des vaisseaux ou hypervascularisation tumorale fragile. Mot-clé du dossier progressif à repérer, fumeur avec une altération de l'état général. Quand tu vois cette association, tu penses cancer en premier. Deuxième suspect, en haut à droite, les bronches, la dilatation des bronches qu'on appelle DDB et la mucoviscidose. Ces patients ont des bronches déformées en permanence, hypervascularisées de façon chronique. Mot-clé du dossier, hypersécrétion bronchique chronique, antécédant une infection respiratoire à répétition. Troisième suspect, en bas à gauche, les infections. 3 pathologies à connaître. La tuberculose active ou séquelaire. Séquelaire dans le sens qu'on saigne sur des cavernes anciennes. L'aspergillome cavitaire chronique qui se greffe précisément sur ces cavernes anciennes. À l'imagerie, tu vois le signe pathognomonique du grelot, c'est-à-dire la boule fongique qui roule dans la caverne. Et enfin, la pneumonie nécrosante, classiquement à Klebsiella ou à staphylocoque doré, sécréteur de la toxine de pentovalentine. Le quatrième suspect en bas à droite, les causes vasculaires et cardiaques. L'embolie pulmonaire peut donner un infarctus pulmonaire avec hémoptysie modérée. Et puis les causes cardiogéniques, insuffisance cardiaque gauche avec un œdème pulmonaire massif, rétrécissement mitral serré. Et là, le mécanisme est différent, c'est une hémorragie intra-alvéolaire hydrostatique. Et le piège dans le bandeau rouge, je crois que je l'ai pas mis. Je l'ai mis ou pas en rouge? Ouais. Qu'il faut accepter dans 10 à 20% des cas, on ne trouve aucune cause malgré tout le bilan. On parle alors d'hémoptysie cryptogénique. Ce n'est pas grave de ne pas trouver la cause, mais il faut surveiller le patient à distance parce que parfois ça révèle un cancer qui devient visible quelques mois plus tard. On connaît le coupable, mais reste maintenant à le neutraliser. On va voir l'arsenal thérapeutique. Encore une phrase d'introduction, elle te dit ce qu'il faut faire si ça saigne trop. On endort et on met un tuyau, c'est l'intubation. On bouche l'artère par l'aine, c'est l'artérioembolisation en radiologie. Et en dernier recours, on coupe le bout de poumon, c'est la chirurgie, 3 étages thérapeutiques. Premier étage à gauche. Le sauvetage médical, ce sont les mesures temporaires quand la situation est massive et non contrôlée. 2 outils. Soit l'intubation sélective, c'est-à-dire isoler le poumon qui saigne en utilisant une sonde à double lumière.
C'est techniquement difficile, ça nécessite une équipe très expérimentée. Durant BSC, les vasoactifs en pratiquent la terlipressine, qui est un puissant vasoconstricteur analogue de la vasopressine. Tu serres tous les vaisseaux, tu réduis le débit du saignement, mais attention, 2 pièges à connaître. Premier piège, contre-indication formelle chez les patients artériopathes, parce que la vasoconstriction peut provoquer des accidents ischémiques cardiaques, cérébraux ou des membres. Deuxième piège, la terlipressine collabe les vaisseaux pathologiques, donc elle rend l'artériographie ultérieure très difficile. Et parce que le radiologue ne voit plus les artères qu'il faut boucher. Donc c'est un médicament à utiliser en dernier recours et en accord avec l'équipe. Deuxième étage au centre, c'est le traitement de choix, l'artérioembolisation, durant B. L'action, occlusion des artères bronchiques sous scopie. C'est-à-dire que le radiologue interventionnel monte par l'aine avec un cathéter jusqu'aux artères bronchiques sur l'aorte. Et il bouche les vaisseaux pathologiques avec des microparticules ou des coils. C'est efficace dans plus de 80% des cas. Le risque redouté à connaître, c'est l'embolisation involontaire d'un rameau médulaire qui peut donner une paraplégie. C'est rare, mais c'est gravissime. C'est lié à la proximité de l'artère, je ne sais pas si vous la connaissez, l'artère d'Adam-Cuvis qui vascularise la moelle épinière. Troisième étage, à droite, la chirurgie d'hémostase. C'est l'ultime recours, une lobectomie pour enlever la zone qui saigne. Attention au pronostic, la mortalité est très mauvaise, autour de 40% si la chirurgie est faite en urgence, à chaud sur un saignement non contrôlé. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de stabiliser par embolisation avant et de réserver la chirurgie aux opérations programmées à distance, à froid, pour traiter la cause. On approche de la fin. Pour conclure, on va voir la synthèse de survie, l'algorithme complet et la checklist. Alors, allons-y. Cette diapo, c'est ton fil rouge mental. La phrase en haut résume la démarche complète. Élimine les faux, évalue l'urgence, scanne au bon timing et bouche le vaisseau. Suis l'algorithme avec moi, étape par étape. Étape 1, suspicion clinique. Tu reçois un patient qui dit cracher du sang. Première action, éliminer l'hématémèse et l'épistaxie. C'est notre matrice à 3 colonnes de tout à l'heure. Étape 2, tu cherches les critères de gravité. Tu regardes si une saturation inférieure à 85%, fréquence respiratoire supérieure à 30, un volume de sang supérieur à 100 ml, un terrain d'insuffisance respiratoire chronique. Si oui, tu démarres l'oxygène avec une cible à 94-98%. Tu appelles l'AREA et tu mets en décubitus latéral le côté sain en haut. Donc le côté malade en bas. Et tu te rappelles, contre-indication formelle de la VNI. Sinon, tu fais quand même le bilan standard, mais sans précipitation extrême. Étape 3, image rapide. Gaz du sang, imagerie rapide, pardon. On fait l'imagerie rapidement, gaz du sang et radiothorax pour localiser. Étape 4, l'examen col standard, c'est l'angioscanner au temps artériel aortique. Et étape 5, le traitement étiologique. Si le saignement vient d'une artère bronchique systémique, ce qui est le cas dans plus de 90% des cas, tuberculose, dilatation des bronches, tumeur, tu vas à l'artérioembolisation. Et en cas d'échec ou de récidive massive, tu passes à la chirurgie. Cet algorithme on peut le photographier mentalement, ça aide. C'est la trame de réponse pour tous les dossiers d'hémoptysie. Si tu suis cette logique, tu marques des points. Pour finir, je voudrais te donner 3 pièges classiques que les correcteurs adorent placer dans les dossiers. Ce sont les détails qui font la différence entre un dossier, dans les dossiers. Allons-y. 3 post-it sur la diapo, 3 pièges à éviter absolument. Premier post à gauche, l'erreur de Hamid, le cas du livre du collège. Une patiente BPCO se présente avec une myoptysie, une hypoxémie. L'interne pense à œdème aigu pulmonaire et met la patiente sous VNI. Catastrophe, la VNI provoque une inondation alvéolaire bilatérale et la patiente se dégrade massivement. La règle absolue, VNI toujours interdite dans les myoptysies. C'est non négociable. Si tu te trompes là-dessus dans un dossier, tu as 0. Deuxième post-it en bas au centre, les mots-clés des dossiers progressifs. Quand tu vois dans l'énoncé l'association rétraction apicale plus grelot, tu penses immédiatement à tuberculose sécalaire avec greffe aspergillaire. C'est presque pathognomonique. Et le deuxième mot crucial, c'est l'angioscanner thoracique doit toujours être demandé, injecté au temps artériel aortique. Si tu oublies le mot aortique dans une question à réponse ouverte, c'est 0 à la question. Le correcteur cherche ce mot-clé précis. Troisième post-it à droite, la discordance clinique et la biologie. Imagine ce scénario classique en dossier. Le patient expectore massivement, mais son hémoglobine au bilan d'entrée est à 14.
grammes par décilitre, donc normal. Est-ce que ça t'inquiète moins? Non, surtout pas, c'est normal. L'hémoconcentration et le délai biologique masquent l'anémie au stade aigu. L'anémie va apparaître près de 24 heures après. L'urgence à ce moment-là, c'est l'oxygène pour éviter l'asphyxie, pas de l'éculo globulaire. Si tu réponds transfusion en urgence comme première mesure, tu te trompes. La priorité, c'est de stopper l'asphyxie en cours. Si tu retiens ces 3 pièges, plus l'algorithme global, plus la phrase magique «le patient ne mourra pas vidé de son sang mais noyé dans son propre sang», tu as l'essentiel de cet item. Merci pour votre attention. Au revoir.